Moi, je suis né au Liban, d'un père français de Grèce et d'une mère arménienne de Syrie, et lui était né en Égypte, d'une mère italienne d'Égypte et d'un père français qui était pilote sur le canal de Suez, qui guidait les bateaux quand ils devaient traverser le canal de Suez. À partir de là, on a sympathisé fortement. On a décidé un soir de se retrouver, toujours à des heures impossibles, parce que les heures des journalistes ne sont pas ceux des chanteurs, notamment stars comme Claude François. Et puis on a parlé, on a échangé, on ne sait plus. Deux mondes fondamentalement différents, moi dans le mien et lui dans le sien. Il vivait un peu comme un vampire, hein, c'est-à-dire qu'il aimait la nuit, il ne se couchait qu'au petit matin. Il avait même une certaine crainte de la nuit, puisque je me souviens que sur son lit de mort, Kathleen, qui était la fille l'américaine qui vivait avec lui à cette époque, lui tenait la main pratiquement toute la nuit. Il y avait une bougie qui brillait pas loin de son lit, et elle expliquait qu'elle devait lui tenir la main parce qu'il n'aimait pas la nuit. Et donc, à des heures indues, on a fini par créer ce fil de sympathie profonde de deux garçons qui avaient débarqué relativement tardivement en France et qui, chacun dans leur univers, avaient fait leur chemin. Et là, il s'est créé un besoin, le besoin de trouver une rédactrice en chef pour son magazine qu'il animait lui-même, parce que c'était un homme assez éclectique, Claude François, qui s'intéressait à beaucoup de choses, non seulement au jardinage, mais aussi à l'information, et qui savait formidablement monter en épingle tout ce qui le concernait et tout ce qui s'agitait autour de lui, c'est-à-dire une sorte d'idolâtrie de son personnage, de ses chansons, de son univers et de sa vie particulière. Et j'étais à l'époque avec Geneviève Leroy, qui va devenir sa rédactrice en chef. Donc, si vous voulez, ce qui a été d'abord une sympathie profonde entre deux garçons issus du même univers particulier de l'Orient, est devenu presque une sorte d'amitié, je ne dis pas parentale, parce que nous n'étions pas parents, mais nous aimions la même bouffe, nous aimions le même univers, nous étions familiers de la syntaxe arabe. Lui parlait beaucoup mieux que moi l'arabe, moi je le comprenais aussi suffisamment pour de temps en temps créer un jardin particulier entre nous, une complicité. Voilà comment s'est noué les fils entre Claude François et moi-même. L'univers du moulin se divisait en deux. Il y avait les invités particuliers qui changeaient au fur et à mesure des besoins et des nécessités de l'époque. Il avait de temps en temps, il invitait même des conseillers politiques, parce qu'il avait besoin d'un numéro de la commission paritaire pour ses journaux. Et donc il invitait le conseiller du ministre de l'Intérieur, à l'époque c'était le conseiller de Michel Poniatowski qui était ministre de l'Intérieur, donc André Mousset. Et puis il invitait toujours aussi quelques jeunes mannequins de son agence de mannequins, qui étaient là pour non seulement la décoration, parce que quelques-unes d'entre elles étaient assez relativement informées, qui s'intéressaient au monde, étaient particulièrement jolies, bien sûr. Alors, en général, ces gens-là, ces invités, soit de ces maisons, que ce soit de mannequins, que ce soit de la rédaction Buffet du Coca-Cola, hein. Et puis les autres, eh bien, les autres partageaient son goût pour la cave à vin, car il avait une cave de près de 10 000 bouteilles, extraordinairement achalandée. Et comme toujours, il exerçait avec passion, si vous voulez, ces quelques pôles d'intérêt. Le vin, le jardin, car c'était un jardinier, qui avait tout l'attirail du jardinier. Il y a quelques films en Super 8 qui existent encore, où il est avec son sécateur, avec son petit arrosoir, avec ses sabots, il soigne les magnolias, qui était juste à l'entrée du moulin. Et puis, tout le reste, jardin un peu à la française, un peu ordonné d'un côté et désordonné de l'autre. Il aimait bien ce mélange. Sa piscine, évidemment, et puis ses réveils ultra tardifs à 14 h, puisqu'on ne déjeunait pas avant 15 h 30. On s'endormait, il était 4 h du matin, après avoir vu le pont de la rivière Kwai ou je ne sais quoi, etc. Et puis on se retrouvait dans le salon à déjeuner avec évidemment des plats absolument fastueux, il y en avait de partout, c'était le vizir oriental, hein, Claude François.
Et donc il y avait du hummus, du babaranouche, du kebbé, c'est-à-dire tout ce qui est particulier à ce qu'on appelle la cuisine orientale et notamment libanaise, fait par un cuisinier d'origine égyptienne à qui s'adressait uniquement qu'en arabe. Et puis tous ceux d'entre nous, Français d'Orient, qui étions là et qui partageaient avec délice tous ces goûts, arrosés d'un vin qui en général ne se mariait pas très bien avec l'huile de palme, avec tous les ingrédients qui font l'aubergine, le pois chiche, qui est la base de tous ces mets orientaux, et puis le reste qui était la brochette ou alors le plat typiquement européen, occidental, que goûtaient du bout des lèvres quelques mannequins délicats, accompagnés de quelques invités européens, français, etc. Et au milieu de tout ça, il y avait Choufa, sa mère, qui était là, qui à partir de 20h regardait toutes les émissions de variété, qui faisait toujours semblant de dormir, qui de temps en temps ouvrait un œil et disant d'une chanteuse ou d'un chanteur « Elle est moche, elle a les jambes barquées ». Et alors là, au bout de 2 ou 3 remarques, Claude s'énervait particulièrement et commençait à l'apostropher en disant « Mais regarde comment tu m'as fait, j'ai une voix de crécelle, je suis petit, j'ai les jambes barquées. Et avec ça, je suis devenu une star. Est-ce que tu sais que c'est grâce à moi que je suis devenu une star ?» Choufa refermait ses 2 yeux en disant « Tu es quand même mon fils, c'est moi qui t'ai fait. » Et voilà, s'il y avait un dialogue impossible et en même temps très familial, d'amour mutuel pour cette femme qui était une joueuse invétérée, qui jouait quasiment sa chemise au jeu, lui qui lui interdisait absolument tout, qui lui coupait tout, mais qui était sa mère parce qu'il l'adorait, et elle en bonne italienne d'Orient en plus, c'est-à-dire l'exagération du nord de la Méditerranée, l'Italie, et du fond de la Méditerranée, l'Égypte. Alors vous voyez ce que ça peut donner, cocktail explosif. Et donc nous on s'amusait de tout ça, on se régalait de tout ça. Ces excès me faisaient marrer, si vous voulez, jusqu'à un certain point. Hein? Et c'est vrai que c'est ce qui nous séparait, parce que sans doute j'avais moins de poésie, si vous voulez, que lui, et puis j'avais pas un foutu caractère comme il avait, parce qu'il avait un sale caractère, hein, quand même, il fallait pas le contrarier, Claude François. Moi, je fais un peu la profession de contrariant. Hein? Je suis pas, à travers mes émissions, un flatteur né, non? Bon, donc c'est ce qui l'attirait, et c'est ce qui parfois faisait qu'il me rejetait, et vice-versa, et qu'on ne se voyait pas pendant 15 jours, 3 semaines, puis il m'envoyait un mot, t'es fâché, et je lui répliquais, est-ce que t'es fâché, toi? Un peu comme des mômes, quoi. Non, je suis plus fâché. Et alors, arrivé dans l'après-midi, un petit meuble, un petit Chesterfield anglais qu'il avait acheté, alors il faisait un cadeau à Geneviève, parce que Geneviève un jour avait démissionné, parce qu'elle ne le supportait plus. Parce qu'à 3h du matin, parce qu'il n'était plus d'accord sur un titre, parce que vous savez qu'il envoyait des notes de service en permanence. Il les enregistrait dans un dictaphone, il fallait les taper le lendemain, et c'était le délire le plus fantastique. Bon. Et voilà comment il se réconciliait, parce qu'au fond, il avait le culte de l'amitié, quoi. Bon, c'était un oriental, quand même, jusqu'au bout des ongles. Et donc, on faisait ce footing, et souvent, il m'interrogeait en disant, mais Charles, explique-moi, pourquoi il y a des légendes qui tournent autour de moi? Par exemple, pourquoi on dit de moi que j'ai eu un problème dans le bois de Boulogne et tout. Je lui dis, mais parce qu'il est vraisemblable qu'autour de toi, et toi-même tu y participes, tu crées des légendes de ce type, afin que les journaux qui sont spécialisés dans ce type de rumeurs s'alimentent ou s'auto-alimentent. Tu sais bien tout ça, tu ne vas pas me raconter des conneries. C'est très bien que entre les impresarios, tes agents et tes machins, vous montez toujours des coups. Tu es toujours pratiquement moribond, te sors sur un brancard, tu es quasiment au bord de la morgue, tu ne l'es plus. Connais votre cinéma, tout ça. Il me dit, mais je t'interdis de parler comme ça. Je t'interdis de parler comme ça. Il continue à courir. On ne se parlait pas à ce moment-là, puisqu'il m'interdisait de parler, donc moi je boudais. Alors je fermais ma gueule. Et puis au bout de 300 mètres, parce qu'il courait vite le salaud, c'était un vrai athlète, il fallait le suivre. Moi je ne suis pas un grand spécialiste du footing, sincèrement j'ai horreur de ça. Hein. Bon, mais à l'époque je courais un peu mieux que maintenant. Finalement on se réconciliait et je me souviens qu'à l'issue d'une conversation de ce type, il va créer une chanson que j'aime beaucoup, puisqu'il me dira toujours, mais écoute, je suis un mal-aimé. Pourquoi je suis un mal-aimé? Et moi, avec étonnement et stupeur, je verrai 2-3 mois plus tard, avec son complice Bourter,
sortir Le Mal-Aimé, très jolie chanson d'ailleurs, et qui lui va très bien, parce qu'il dit ce qu'il pense qu'on pense de lui. Yaoundé, au stade de Yaoundé, 65 000 personnes, incroyable. La moitié n'a pas payé, passe par-dessus les trucs et tout, etc. C'est un bordel extraordinaire. Claude ne veut pas monter sur scène tant que sa première partie, où il y avait le saxophoniste Manu Dibango, n'était pas payée. Finalement, les organisateurs paient Manu Dibango, je suis là. On a 1h30 de retard. Il n'est pas encore sorti de son hôtel, qui était sur le Mont Févé. Le stade est quand même vachement loin. Et la foule commence à gronder. Il y a dans ses assistants un garçon qui va faire un tube un peu plus tard, qui a des petites lunettes, qui s'appelle Tim Sit. Tim Sit vient me voir et me dit « Charles, tu es un journaliste politique ?» Je dis « Je suis un journaliste de faits divers. » Charles, il faut que tu montes sur scène, il faut que tu les calmes. C'est pas possible. D'ailleurs, ta femme, elle est prise en otage par les mecs. Alors, moi, je rigole un peu, je dis prise en otage. Je monte sur scène et ma femme était prise 200 mètres plus loin par des mecs en disant « S'il n'arrive pas, il vient pas chanter tout de suite, on casse tout. » Et je commence à leur raconter la véritable histoire. Alors je fais un véritable discours, et puis finalement, il arrive. Il arrive en blanc, avec sa tenue et tout, avec les Claudettes, etc. Et puis c'est devenu un délire et un triomphe formidable. Mais c'était la première fois que je me retrouvais là, et d'ailleurs, en sortant, Claude, il m'appelle, il me dit, dis-moi, viens, fais de la politique, Charles. Pourquoi tu fais pas de la politique? Voilà, ça s'est fini comme ça, c'est le souvenir que j'ai de cette tournée au Cameroun, mais je me suis dit que je n'irai plus avec lui en tournée. Parce que c'est un autre monde, c'est pas un monde rationnel, c'est un monde irrationnel, ce monde-là, qui obéit à des règles qui sont leurs règles, mais qui ne sont pas les nôtres. La dernière fois où j'ai parlé avec Claude François, c'est à peu près 2 heures avant sa mort au téléphone, puisqu'il nous attendait pour le Moulin. Il venait de se réveiller, il était en retard déjà, puisqu'il devait aller, je crois, il rentrait de Suisse. Il était rentré avec un avion privé. Il était relativement fatigué. De toute façon, il se levait jamais tôt. Il devait aller enregistrer un tour pour Michel Drucker, hein, si mes souvenirs sont bons. Et il nous a dit, bon, tu viens, ça va, t'es pas énervé, t'as pas de boulot, il n'y a rien qui se passe. Non, mais tu sais que demain, c'est les législatives. Hein, vous saviez qu'après une condamnation fiscale, il ne pouvait pas voter. Il en avait d'ailleurs ressenti un sentiment de frustration et d'exclusion assez fort. Il faut se rappeler de ça. Voilà la dernière fois où j'ai entendu sa voix. Eh bien, dans l'après-midi, je vais à Europe 1, j'arrive à la rédaction et Pierre Lescure, qui préparait les journaux de 18h, des journaux du soir, à l'époque il était à Europe 1, Pierre, me dit, écoute Charles, s'adresse d'abord à Geneviève d'ailleurs, puisque Geneviève est la rédactrice en chef de Podium, écoute, j'ai un appel au téléphone rouge qui prétend que Claude François est mort. C'est le 3e appel qui vient toujours de la même source. Moi, j'en ris, sincèrement, quand on me le dit. Je prends ça par-dessus la jambe, parce que le nombre de rumeurs, le nombre de fausses nouvelles autour de Claude François sont quand même nombreuses. Même si, dans un coin de mon cerveau, s'allume une petite lampe, car il ne faut pas oublier qu'il avait été victime d'un attentat sur l'autoroute. Donc, je me suis dit, bon, on ne sait jamais, il a peut-être été, je ne sais pas, victime d'une agression, un truc comme ça, mais bon... je dis à Pierre Lescure et à Geneviève qui s'en étonne aussi, mais tu peux me montrer les fiches du téléphone rouge, d'où viennent les appels, parce qu'en général, les auteurs de ces coups de fil appellent pour le plaisir de l'information aussi, mais pour toucher la prime du téléphone rouge, qui était de 500 francs à l'époque. Et c'est toujours le même numéro de téléphone. Et chose extraordinaire, c'est que c'est le numéro de téléphone de Claude. Bagatelle 0909. Alors là, c'est quand même assez intriguant, assez... ça crée, si vous voulez, une sorte de souci. J'appelle immédiatement par l'interphone le garage et je demande si le motard de TF1 avec moto émettrice est là, Dominique Fillon. On me dit oui, il est là, c'est un samedi pourtant, il est là, il est rentré d'un reportage
politique, etc. Et je demande, est-ce qu'il peut me suivre? Je pars avec ma voiture, boulevard Aix-el-Manche. Et donc on y va, et là je vois un camion des pompiers, un SAMU, etc. Donc je commence à prendre ça au sérieux, mais espérant que ça n'était que, si vous voulez, un accident ou un incident qui n'avait pas d'issue fatale. On prend l'ascenseur, on monte jusqu'au dernier étage, et puis là, bon, il y a Kathleen qui est là, il y a déjà l'administrateur qui sera plus tard, à un moment donné, l'administrateur de ses biens, un avocat qui accompagne cet administrateur, des pompiers, des policiers, etc. Et il est sur son lit, il est nu et il est mort. Kathleen est complètement prostrée, sa compagne. On me raconte vaguement comment ça s'est passé et je redescends, je prends le micro, je suis en direct sur l'antenne d'Europe 1 et je relate les derniers moments de Claude François, les raisons pour lesquelles, rentrant dans sa salle de bain, il va s'électrocuter, appelant tout d'abord au secours Kathleen et finissant comme il a fini, avec une sorte de rictus en forme de sourire. D'ailleurs, c'était assez... Ceux qui ont vu les photos de l'identité judiciaire ont pu constater, sur son lit de mort, lorsqu'il sera habillé, etc., il aura toujours ce sorte de rictus sourire. Je ne sais comment le définir, si c'est un rictus ou si c'est un sourire. Je dirais plutôt un sourire pour garder une image positive de Claude. Dans les premiers souvenirs partagés, je crois qu'il avait encore un bureau près de l'avenue Montaigne à l'époque. Et avec Roger Crécher, on était allé pour écouter, je crois que c'est un soir de 68, des disques chez lui. Et on est arrivé, il était mais fou de joie, d'excitation, de bonheur. Et il venait d'apprendre que Sinatra, sur une proposition de Paul Anka, allait enregistrer, comme d'habitude, My Way.